Avant l'existence de la Corée du Nord, toute la Corée vivait sous la dure domination japonaise. La culture était supprimée, la langue restreinte, les ressources exploitées. La résistance couvait, étudiants, ouvriers et guérilleros entretenaient l'espoir. Parmi eux, un jeune guérillero nommé Kim Il-sung. En 1945, le Japon capitula et la libération arriva enfin. Les Alliés divisèrent la péninsule au 38e parallèle, une ligne sans signification coréenne. Les Soviétiques administrèrent le nord, les Américains le sud. La ligne devint vite une douloureuse division humaine. En 1948, la République de Corée, Corée du Sud, fut déclarée. Quelques jours plus tard, le Nord proclama la RPDC sous Kim Il-sung. Les deux revendiquaient toute la Corée. Les deux construisirent des armées pour un assaut final. Les armes soviétiques renforcèrent le Nord. Le soutien américain reconstruisit le Sud. La tension s'épaissit le long d'une ligne tracée à la hâte. La nouvelle guerre froide fit de la Corée une ligne de front entre communisme et capitalisme. Inévitablement, l'impasse éclata. Les forces nord-coréennes franchirent le 38e parallèle. La guerre avait commencé. Ce qui suivit marquerait la péninsule à jamais. Le Nord s'empara de Séoul en quelques jours. Les forces sud-coréennes et américaines se replièrent sur une dernière ligne de défense. Un débarquement audacieux à Incheon brisa l'avancée du Nord. Les forces de l'ONU déferlèrent, capturant Pyongyang. Puis la Chine intervint, envoyant des centaines de milliers d'hommes. La guerre devint une brutale impasse. La Corée du Nord subit des bombardements incessants. Les villes furent rasées, les infrastructures anéanties. Les civils subirent des pertes insupportables. En 1953, un armistice, pas de traité de paix, gela le front. Une zone démilitarisée divisa un peuple, et la guerre ne se termina jamais officiellement. Des familles restèrent divisées par une ligne de peur. Pour Kim Il-sung, survivre signifiait reconstruire et consolider le pouvoir. Sa réponse fut une doctrine d'autosuffisance, le juche. Des ruines, un nouveau système allait naître, à un lourd coût humain. La Corée du Nord d'après-guerre s'est reconstruite à une vitesse remarquable. L'industrie lourde était prioritaire, acier, machines, produits chimiques. Les fermes furent collectivisées, l'État gérait presque tous les secteurs. Le juge promettait la maîtrise du destin par l'autonomie. L'alphabétisation augmenta, les campagnes de santé se répandirent, les services étaient garantis par l'État. Pyongyang fut transformé en vitrine de l'urbanisme socialiste. Au centre se trouvait le culte grandissant du grand leader. Son image remplissait chaque espace public et privé. Les factions liées à Moscou ou Pékin furent purgées. Un système héréditaire, le Songbun, classait les citoyens. Noyaux, hésitants, hostiles. Privilèges ou punitions découlaient de cette lignée politique. Des campagnes de mobilisation de masse imposaient des quotas et l'obéissance. Des rapports gonflés cachaient les pénuries. Certaines régions souffrirent de la faim. L'isolement s'intensifia, même si la ville modèle brillait. Reconstruite et étroitement contrôlée, la Corée du Nord marchait au pas d'un seul leader. La frontière devint un point de friction avec des affrontements quasi quotidiens. Le Nord envoya des commandos au Sud. La plupart des missions échouèrent. En 1968, une équipe tenta d'assassiner le président sud-coréen à Séoul. Ils s'approchèrent à 800 mètres avant d'être déjoués. Quelques jours plus tard, l'USS Pueblo fut saisie, aggravant la crise. En 1976, les États-Unis coupèrent un arbre contesté sous une couverture massive. Pour éviter la guerre, des agents enlevèrent des citoyens étrangers, principalement japonais, pour former des espions. Le cinéaste sud-coréen Shin Sang-ok et l'actrice Choi Yeon-hee furent enlevés pour faire des films. En 1983, un attentat en Birmanie tua 21 personnes lors d'une tentative ratée contre le président de Séoul. En 1987, une bombe nord-coréenne détruisit le vol 858, tuant 115 personnes. Au pays, des monuments s'élevèrent à l'idéologie. Le gigantesque hôtel Ryugyong resta inachevé, une icône de la démesure. À la fin des années 1980, la dette, l'inefficacité et l'isolement étouffèrent la croissance. Un successeur avait été préparé, Kim Jong-il. Le chapitre suivant serait encore plus sombre. L'effondrement soviétique a mis fin au carburant,
à la nourriture et à l'aide bon marché. Des catastrophes naturelles ont frappé, les récoltes ont échoué, le système de distribution publique s'est effondré, la marche ardue a commencé, la famine a étreint la nation. Des marchés informels ont émergé, remodelant la survie quotidienne. En 1994, Kim Il-sung est décédé. Le deuil a envahi les rues de Pyongyang. Kim Jong-il, le cher dirigeant, a pris le pouvoir au milieu de la catastrophe. Il a élevé l'armée en premier, le Songun. Le régime a poursuivi la capacité nucléaire comme assurance. Les pourparlers ont fluctué. Le secret a perduré. En 2006, la Corée du Nord a annoncé son premier essai nucléaire. Des sanctions ont suivi, mais Pyongyang avait franchi un seuil. Le peuple est resté pauvre. L'État est devenu nucléaire. En 2011, Kim Jong-il est décédé subitement. Un nouveau Kim inexpérimenté a hérité d'un héritage volatile. Kim Jong-un a rapidement consolidé son pouvoir. Son oncle fut purgé. Aucune rivalité n'était tolérée. En 2017, son demi-frère fut assassiné au VX. Pourtant, il exhibait des infrastructures modernes à Pyongyang. Les essais de missiles se multiplièrent, certains atteignant une portée intercontinentale. Les tensions avec les États-Unis atteignirent des sommets dangereux. Puis, un virage diplomatique, des sommets intercoréens historiques. Kim rencontra un président américain en exercice pour la première fois. Le faste était réel, les accords étaient minces. Les pourparlers s'interrompirent en 2019. Les positions restaient très éloignées. Pyongyang continua de tester et d'affiner. Les sanctions se durcirent. Les contournements persistèrent. L'ère nucléaire était pleinement arrivée, avec un visage plus jeune. Le spectacle perdurait, même si la peur demeurait. Le monde a exhalé, brièvement. Le Covid a scellé les frontières de la Corée du Nord plus hermétiquement que jamais. Le commerce et les voyages ont été gelés pendant des années. Les difficultés se sont accentuées. En ligne, Pyongyang a projeté une nouvelle puissance, les opérations cybernétiques. Des pirates ont volé des centaines de millions pour financer le régime. La violation de Sony a fait la une des journaux mondiaux. Chez eux, l'électricité et la nourriture restent incertaines pour beaucoup. Les marchés Yangmadang nourrissent les familles là où l'État ne le peut pas. Une petite élite jouit de commodités et d'une connectivité contrôlée. Les contrôles culturels punissent l'influence extérieure, surtout la K-pop. Les essais d'armes restent incessants. Deux chemins, isolement et contrôle continu, ou réforme prudente et ouverture. Les voisins montrent que les réformes peuvent apporter la croissance, avec un risque politique. Pendant ce temps, les vies ordinaires se poursuivent avec une résilience tranquille. L'avenir de la Corée du Nord et de la Corée reste à écrire.